Adopté. Nous allons entamer l'examen de l'article 4. Madame Obono, vous avez la parole pour l'amendement numéro 184. Merci Madame la Présidente. Alors, cet amendement appelle à la suppression de l'article 4, puisque cet article nous est présenté comme portant sur les visites et les saisies. Une première remarque, mais plus générale sur l'ensemble de la démarche, il nous semble plus clair et plus simple que les termes qui sont employés dans ce projet de loi soient mieux choisis, puisqu'il nous semble que le choix des termes ne participe pas en fait à la clarté à la fois de nos débats et puis surtout de la compréhension par les citoyens et citoyennes des enjeux qui animent ce projet de loi. Les visites et saisies correspondant à la mesure de perquisition qui sont rentrées ici à l'origine dans l'état d'urgence. Je pense qu'à la fois sur le fond et sur la forme, il est plus simple et plus clair que nous nommions les choses par leur nom. D'autant qu'on mélange, à notre avis, plusieurs choses. Le choix des termes a un sens. Plutôt qu'au code de procédure pénale, les formules choisies renvoient à la fois à une terminologie qui est celle du domaine économique, à savoir les douanes, de pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes et les cartels, voire de la concurrence. Donc on a là, sur la forme, un mélange des genres qui nous semble ne pas apporter de la clarté, mais de la confusion. Mais plus généralement, nous considérons que cet article souffre d'un certain nombre de fragilités juridiques. Par exemple, le fait d'étendre aux autorités administratives la possibilité d'ordonner des perquisitions et des saisies à partir du moment où un lieu est, je cite, fréquenté par une personne mise en cause pour son comportement. Ce terme de fréquentation, volontairement choisi pour pouvoir tout englober, la rue, le chemin habituel pour aller travailler, l'école primaire où on se rend pour accompagner ses enfants. Bref, un terme, encore une fois, et une intention qui nous semble bien trop vague et bien trop problématique pour pouvoir être portée dans ce projet de loi. Ces mesures de perquisition, nous rappelons aussi, sont déjà possibles dans le cadre judiciaire actuel. Ce texte et cet article est donc inutile et nous semble ne participer qu'à une forme de transfert de compétences du juridique vers l'exécutif qui est préjudiciable à l'état de droit. Voilà pourquoi nous présentons cet amendement de suppression de l'article. Merci. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Je ferai juste une observation. Encore une fois, vous êtes un petit peu dans la caricature parce que c'est absolument pas, en tout cas pour l'article 4, c'est assez clair, absolument pas un décalque de la mesure qui a été adoptée dans le cadre de l'état d'urgence, notamment avec la présence du JLD qui permet le déclenchement de la mesure de visite domiciliaire. Donc, avis défavorable. Madame Élise Fajlès. Merci Madame la Présidente. Oui, vous nous dites que pour vous cet article est inutile, qu'il est confus. Nous, après avoir écouté les experts pendant toutes les auditions, au contraire, il nous paraît absolument nécessaire. Ça nous a été dit et répété. Nécessaire dans deux situations. D'abord parce que parfois l'on se trouve avec des sources d'origine étrangère, des sources qu'il faut absolument protéger et des dossiers où il y a un risque à lever, un doute qu'il faut absolument vérifier, mais nous n'avons pas assez d'éléments pour judiciariser. Donc cela a été répété à plusieurs fois. L'objectif, c'est bien entendu de judiciariser, mais il faut absolument pouvoir lever ce doute lorsqu'il y a des sources, lorsqu'il y a des renseignements concordants qui nous portent à penser qu'il y a un danger caractérisé. La deuxième situation, c'est une situation d'urgence. Il faut absolument que les forces d'intervention aient la possibilité d'agir avec fluidité, avec rapidité. Et nous avons eu des exemples absolument concrets qui nous montraient que ces perquisitions administratives étaient absolument efficaces dans ces situations d'urgence. Alors, on peut avoir des éléments assez concrets qui nous ont été donnés par le DGSI. Il nous disait que lorsqu'il y a eu des perquisitions, eh bien, pour rechercher des armes,
des vidéos de l'État islamique, des vidéos aussi sur la fabrication artisanale de bombes. Et on sait qu'il y a eu récemment une saisie d'objets explosifs, ne serait-ce que la semaine dernière à Villejuif. Des échanges sur ordinateur, sur papier, etc., avec l'État islamique qui montrent la volonté de passer à l'acte. Donc tous ces éléments qui sont importants parce que les éléments actuels de renseignement ne sont pas suffisants, notamment pour pénétrer certains réseaux, eh bien, on peut les avoir efficacement grâce à ces perquisitions. Par ailleurs, exactement comme pour l'assignation à la résidence, si tout de suite après les attentats de 2015, il y a eu un nombre important de perquisitions administratives parce que nous étions dans un état de sidération, on voit bien que récemment, ces perquisitions étaient beaucoup plus ciblées, beaucoup plus utiles, beaucoup plus effectives parce qu'elles ont été suivies ensuite de procédures judiciaires. Donc cet article est important et votre amendement ne devrait pas être voté. Monsieur Bernalicis. Oui, j'avais l'impression d'entendre le ministre. Bon, on va répondre un peu sérieusement parce que je ne vous ai pas vu à toutes les auditions, notamment à celles des gens qui contestaient l'article en tant que tel et le texte globalement. Mais c'est sûr, vous étiez là à l'audition du DGSI, ça j'en conviens. Moi aussi. Sur Villejuif, justement, vous preniez cet exemple. Sur Villejuif, la DGSI n'a rien à voir avec tout ça. Les services de renseignement n'ont rien à voir avec tout ça. Et il faut féliciter ici le plombier qui, par sens citoyen de l'intérêt général, a réussi à transmettre cette information aux services de police qui ensuite sont intervenus et qui ont trouvé ce laboratoire clandestin. Par ailleurs, ce n'est pas une découverte. Le TATP, on fait l'impression, on fait mine de découvrir tout ça. Moi, j'ai souvenir qu'étant très jeune ado, je veux pas faire sauter quoi que ce soit, je vous rassure, mais j'étais un peu fasciné par le fait de comment étaient fabriqués les pétards. Vous savez, les pétards qu'on utilise pour le 14 juillet. Et j'étais tombé sur un site internet qui proposait toutes les méthodes de fabrication d'explosifs. Alors, on trouvait ça assez facilement à l'époque, même extrêmement beaucoup trop facilement. Vous savez que tout ça se fait en mélangeant tout simplement de l'acétone et de l'eau oxygénée qui se trouve dans n'importe quelle grande surface. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené à la création d'un fichier pendant l'été sur l'achat d'acétone et d'eau oxygénée. Donc c'est un sujet sérieux et je voulais vous montrer par là que je ne méconnais pas le sujet. Sur le JLD, moi j'ai entendu les magistrats nous expliquer, les syndicats de magistrats, nous expliquer qu'il s'agissait d'un juge alibi. Alibi, pourquoi ? Parce qu'il allait se prononcer non pas sur une mesure d'initiative judiciaire, mais sur une mesure d'initiative administrative. Donc déjà, il y a une première bizarrerie. Ensuite, sur quoi se fonde le JLD pour autoriser la perquisition administrative ? Pas sur grand-chose de plus que sur quoi se fondait le juge administratif quand il avait une contestation a posteriori de la perquisition administrative dans le cadre de l'état d'urgence, c'est-à-dire uniquement sur des notes blanches qui ne sont pas étayées, sur lesquelles il n'y a pas d'éléments tangibles, et c'est le principe de la note blanche puisqu'elles sont issues des services de renseignement. Là où vous parliez d'une coopération efficace entre le DGSI et les magistrats, il s'agissait notamment du procureur Molins qui, lui, a accès au dossier confidentiel défense et vient bien au-delà de la note blanche et peut donc, lui, dire « Ah, là, j'ai pas pu judiciariser, etc. » À la limite de la limite, j'ai envie de dire, ça me paraît déjà plus valable, sauf que vous ne prévoyez pas dans ce texte l'introduction de l'accès confidentiel défense pour le JLD. Ou alors on fait confiance à la justice et on donne accès à un nombre de personnes limité à ces éléments classifiés, et on le fait en bonne intelligence avec les services de renseignement, ou alors il y a une présomption aussi pour les magistrats du fait qu'ils ne soient pas capables d'accéder à ce genre de dossier, ou pas suffisamment intègres, ou citoyens, ou efficaces, ou je ne sais quoi, de choses qu'on a pu entendre aussi dans la bouche de certains syndicats de police, et d'ailleurs pas forcément ceux auxquels je m'attendais, puisque sur un certain nombre de positionnement, on s'est rendu compte que c'était plutôt des syndicalistes d'Alliance qui étaient par exemple opposés à l'assignation, qui trouvaient inutile l'assignation à résidence, la fermeture des lieux de culte, etc. Donc vous voyez, les auditions, je les ai suivies, et les experts, j'en ai entendu aussi, et ils ne disent pas tous la même chose, et donc je vous prie de l'entendre et qu'il y ait un débat sur le sujet, et pas une évidence à ce qu'il y ait des experts qui disent que c'est comme ça et pas autrement. Sur la question du renseignement, deux cas effectivement où on nous avance qu'on ne peut pas judiciariser. Moi, les avocats que j'ai rencontrés me disent le contraire. Ils disent le contraire, mais d'ouvrir une enquête et d'aller vérifier par nous-mêmes dans le cadre de la flagrance. Alors peut-être qu'il y a des histoires de procédure derrière qui fait qu'on a une difficulté.
soit à doubler par un renseignement maison, entre guillemets. Quand on a un renseignement étranger, qu'est-ce qu'on faisait auparavant? On le doublait d'un renseignement maison avant d'agir, pour avoir des éléments de preuve tangibles à pouvoir mettre dans un dossier. Et sur la protection des sources, on a eu des exemples qui voilà, moi, me semblent un peu étranges. On a eu un exemple, c'était les parents, si j'ai bien compris, d'une personne, d'un jeune qui était en voie de radicalisation et qui se voyait dénoncer auprès des services de renseignement et qui ne voulait pas apparaître dans la procédure. Mais enfin, entre choisir de faire apparaître quand même les gens dans la procédure et arrêter le terroriste et judiciariser, et se dire, non, on va faire une perquisition administrative, on verra plus tard, etc. Oui, il y a un choix à faire, clairement. Et nous, on ferait le choix de la judiciarisation, quoi qu'il en soit. Parce qu'il faut aussi faire confiance aux magistrats dans ce pays, chose que ce texte ne fait pas. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, parce que l'on comprend le caractère intrusif des visites et saisies. On a prévu quand même un dispositif, relisez le texte, particulièrement contraignant, puisque le texte précise que, à seule fin toujours de prévenir des actes de terrorisme, cet article permet au préfet, à l'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République de Paris, donc si celui-ci a des éléments, il va dire effectivement au préfet, moi j'ai des éléments et on va pouvoir passer à une autre phase, ainsi que le procureur territorialement compétent qui peut dire la même chose. S'il dit, attendez, sur une autre procédure, moi, je peux faire les choses. Et donc, je peux intervenir. De saisir le JLD du TGI de Paris, c'est-à-dire qu'on essaye de construire un système parallèle entre le procureur de Paris et le TGI de Paris, et que je sache aujourd'hui, personne n'a trouvé que le procureur de Paris faisait mal son travail dans les actes de terrorisme et avait, je dirais, une propension à porter des choses qui soient monstrueuses. Donc c'est ce qu'on veut établir, et parce qu'effectivement, on considère que c'est beaucoup plus fort que l'article 3, on a mis des garanties supplémentaires à l'article 4. Dernière prise de parole, Monsieur Fauvergue. Merci Madame la Présidente. Je ne reviendrai pas sur le fond de tout ça. Ça a été parfaitement expliqué. Je reviens juste sur la forme des choses. Monsieur Bernalicis, je pense que vous perdez trop souvent votre sang-froid. Ce que vous dites dépasse l'entendement. Vous déformez les propos des gens qui ont été entendus. Vous accusez vos collègues de ne pas suivre correctement les auditions, alors que vous partez au milieu de la plupart d'entre elles. Et de plus important, vous êtes approximatif et vous êtes insultant. Vous êtes insultant pourquoi? Tout simplement parce que vous comparez un pétard à mèche, avec un gilet explosif. J'ai été confronté aux deux. J'ai été confronté au pétard à mèche, j'ai été confronté au gilet explosif. Et quand vous faites cette comparaison-là, vous êtes insultant envers les policiers, les gendarmes, ceux qui sont intervenus et qui ont risqué leur vie, et vous êtes insultant surtout, envers toutes les victimes des attentats. Et il sera dit aujourd'hui que le représentant de la France insoumise a été insultant et a dépassé les bornes. Voilà. Insultant sur les victimes. S'il vous plaît, messieurs, mes chers collègues, je vous demande de vous calmer, d'avoir des propos respectueux les uns des autres. Je vous remercie. Je pense qu'il est le moment de suspendre 10 minutes pour que chacun puisse se reposer un petit peu et nous reprenons à -10. À tout de suite.